Le juge Rogers ricana en fixant la petite silhouette tremblante devant lui. L'air du tribunal de New York était suffocant, chargé de mépris et de jugement. Derrière la vieille vitre du palais de justice, un ciel gris semblait s'affaisser sous le poids de ses propres remords. Présentez l'accusé, Mary Carter, entonna le greffier d'une voix glaciale. Une femme d'une cinquantaine d'années s'avança en traînant les pieds, son chemisier froissé pendant, ses mains menottées tremblantes. Des années de travail silencieux avaient gravé de profondes rides sur sa peau burinée. Des mèches grises filaient dans ses cheveux, et si ses yeux avaient autrefois brillé d'une détermination tranquille, leur lumière vacillait faiblement aujourd'hui. Perché sur son banc, le juge Stephen Rogers la considérait avec un dédain à peine voilé. Ses cheveux argentés étaient lissés en arrière, son expression aussi inflexible que l'acier. L'accusé est accusé du vol d'une montre Rolex d'une valeur de $18 000 à la résidence des Douglas. Avez-vous quelque chose à dire? Mary leva les yeux, la voix brisée. Je n'ai rien fait. Je travaille pour eux depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais touché à quoi que ce soit qui ne soit à moi. J'ai même nettoyé la chambre de Madame Catherine pendant son sommeil. Au dernier rang, un garçon de 12 ans, vêtu d'un pull usé et de chaussures éraflées, franchit la sécurité. Non, ma mère n'a rien fait. Elle est innocente. Sa voix résonna sur les murs de marbre. Silence. Sortez d'ici, aboya l'huissier. Le juge fronça les sourcils. Qui a laissé entrer ce garçon? Faites-le sortir immédiatement. Ils saisirent Michael par les bras, mais il continua d'une voix suppliante, où est la loi? Ma mère est innocente. Stephen frappa du marteau. À l'ordre dans la salle d'audience. Quiconque troublera l'ordre sera déclaré coupable d'outrage. Henry Sullivan, l'avocat de la famille Douglas, se leva dans un costume gris assorti à la pâleur du juge. Votre honneur, la confiance des accusés a été trahie. La Rolex a été retrouvée dans la poche du manteau de Mary Carter. Ce n'est pas le manteau que je portais, s'écria Mary, les larmes aux yeux. Quelqu'un l'a caché. Vous n'avez pas d'avocat, interrompit Stephen en se penchant en avant. Vous avez choisi de vous défendre vous-même, n'est-ce pas? Mary hocha la tête, le regard fixé au sol. Une autre voix rompit le silence. C'était Madame Teresa Vaughan, l'ancienne voisine de Mary. Enquêtez plus en profondeur, elle a un jour sauvé mon enfant d'une fièvre. Les policiers l'ont escortée dehors avant qu'elle ait pu terminer. Stephen jeta un coup d'œil à l'horloge. Le tribunal en a assez entendu. Moins de 10 minutes plus tard, il revint sans un regard vers Mary. Mary Carter est condamnée à 2 ans de prison pour vol de biens de grande valeur. L'audience est levée. Michael hurla, non, et les empreintes digitales? Les images? Le regard froid du juge le fit taire. Être pauvre est déjà un crime. Dehors, la pluie commença à tomber. Michael s'affaissa sur les marches de béton glacé. Les passants le contournèrent comme un déchet. Seul Julian, l'ancien portier de l'immeuble Douglas, marqua une pause. Je ne crois pas que ta mère ait volé cette montre, murmura-t-il. Michael se leva, la résolution renforcée. Je vais leur faire croire. Comment vas-tu faire ça? Demanda Julian. Je vais étudier le droit, dit Michael. Julian eut un sourire narquois. Et comment un gamin comme toi va-t-il se le permettre? Quelle école t'accepterait? Tu as de quoi manger tous les jours? Michael ne répondit pas. Il se retourna et marcha sous la pluie, les épaules voûtées, mais le pas ferme. Cette nuit-là, dans une chambre miteuse du sud du Bronx, Michael s'enveloppa dans une couverture en lambeaux. Il tenait dans ses mains un livre de droit abîmé que sa mère avait caché sous leur lit, les pages griffonnées au crayon. Sur la première page, la Constitution n'appartient pas aux puissants. Elle appartient à ceux qui y croient. Il poursuivit sa lecture, ignorant la fin qui le tenaillait. Vers minuit, on frappa à la porte. Et toi, Michael? Une jeune fille au regard perçant et aux cheveux bouclés se tenait à la porte, entourée de 2 garçons plus petits. Je m'appelle Taylor. Voici Charles et Samuel. Nous habitons près de chez les Douglas. Nous avons entendu parler de ta mère. Nous savons des choses. Tu veux aider ma mère? Demanda Michael. Taylor secoua la tête. Pas pour elle. Nous détestons l'injustice. Nous aussi, nous sommes invisibles. Charles sortit un mot froissé. J'ai vu Madame Catherine tendre quelque chose à son fils, Luc. Il l'a glissé dans une poche de manteau,
pas la sienne. Je prouverai qu'elle est innocente, jura Michael, les yeux froids comme la pierre. Le lendemain matin, le palais de justice était animé comme d'habitude. Les journaux rapportaient les propos de Madame Catherine, les femmes de chambre sont dignes de confiance jusqu'à ce que l'occasion se présente. L'avocat Sullivan renchérit, nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'interrogea Michael sur la blessure qui lui déchirait le cœur. Déterminé, Michael se rendit à la bibliothèque publique du South Bronx. Je veux des documents sur le droit pénal et les procédures judiciaires, dit-il à la bibliothécaire soupçonneuse, Madame Iris Roberts. Elle le regarda. Un pauvre gosse qui étudie le droit. À sa réponse sérieuse, j'ai juste besoin de justice pour ma mère, elle céda et lui glissa une pile de volumes poussiéreux. Chaque goutte d'encre ici vaut plus que vos repas. Ses amis étant assignés à des tâches précises, Taylor recueillant les ragots du quartier, Charles démarchant les prêteurs sur gage, Samuel piratant les postes informatiques, leur équipe improvisée passa à l'action. Lorsque Charles confronta Monsieur Hammett, propriétaire d'Empire Pawn, il insista, « Vous avez vendu une Rolex il y a 3 jours. » Pas de papier, juste une photo. Hammett grogna, mais capitula. Je l'ai cassé au cas où. Tiens. Les yeux de Charles s'illuminèrent. Merci. Et ainsi commença la quête de la vérité. L'ambulancier rejeta la tête en arrière en riant, « Vous, les enfants, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tenez, prenez-le et soyez prudents. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Taylor se glissa au Lot Bernardine, le restaurant chic où Madame Catherine déjeunait avec ses riches amis. Déguisée en serveuse, elle se glissa derrière le lourd rideau d'une salle à manger privée, le cœur battant la chamade en regardant la scène se dérouler. « J'ai tout nettoyé, murmura-t-elle dans son enregistreur. La voix de Catherine résonnait comme du cristal, chaque mot ruisselant de mépris. Cette petite bonne, elle doit pleurer en prison. Le cadeau d'anniversaire de Luc ? C'est réglé. Une autre femme ricana en signe d'approbation. Vous êtes si malin. Je devrais essayer avec mon personnel de maison. Taylor serrait fermement son enregistreur, chaque battement de son cœur résonnant à ses oreilles. À un bureau voisin, Michael, penché sur des bloc-notes, notait chaque clause, les doigts couverts d'ampoules et les yeux cernés, mais son regard brillait plus fort que jamais. Juste à ce moment-là, Samuel fit irruption. Flash info, les caméras de sécurité de la maison des Douglas ont été effacées à distance, mais je pense pouvoir les récupérer. Michael leva les yeux, l'espoir s'éveillant. Tu es sûr? Aussi sûr que ma mère qui gagne au loto, répondit Samuel en se tapotant la tempe. Mais ça prendra du temps. Michael hocha la tête. Fais-le. Une semaine plus tard, dans une pièce louée, tapissée de papiers graphiques et de dossiers, ils se réunirent autour d'une table défoncée. Dessus se trouvait l'enregistrement audio menaçant de Catherine, une photo granuleuse de Luc mettant la montre en gage, l'enregistrement du restaurant et une vidéo de caméra de sécurité partiellement récupérée. Michael frappa du plat de la main. Ce n'est toujours pas suffisant. Taylor expira brusquement. Que voulez-vous d'autre? On a presque tout. Michael serra les dents. Pas de demande de nouveau procès. Personne n'a encore accepté de nous écouter. Samuel s'affala sur une chaise. Et maintenant? Michael se leva, la voix posée. Je dépose une requête pour une audience. Je vais la rédiger comme un étudiant en 3e année de droit, je citerai chaque loi, chaque article. Les yeux de Charles s'écarquillèrent. Tu es fou? Le regard de Michael lança un éclair. Non, je suis juste un fils qui refuse de se taire. Ce soir-là, Michael rédigea la pétition. 3 jours plus tard, il la remit à Monsieur Julian, le vieux portier. Julian soupira en terminant. Petit, tu écris comme un vrai étudiant en droit. Mais Steven ne va pas laisser passer ça. Michael haussa les épaules. Je n'ai pas besoin qu'il soit d'accord. J'ai juste besoin qu'il m'écoute. Lundi matin, Michael entra au tribunal, la requête tamponnée à la main. Le greffier l'examina. Que déposez-vous? Une demande d'audience, accompagnée de tous les documents. Le greffier rit. Vous pensez que quelqu'un va lire ça? C'est une blague? Michael ne broncha pas, non, c'est la loi. Et la loi, c'est pas une blague. Dans son cabinet, le juge Stephen Rogers fronça les sourcils en regardant le dossier portant le nom de Mary Carter. En feuilletant les pages, son regard ralentit, chaque citation était exacte,
chaque argument précis. Il fit un signe de tête à son greffier. Bien. Dans 10 jours, une audience exceptionnelle. Voyons voir ce que ce garçon pense faire. Michael s'avança dans le ciel lumineux de New York et murmura, « Maman, je les ai fait écouter. » Dans l'Upper East Side, la demeure Douglas brillait sous la lumière matinale. Les journalistes se pressaient devant les grilles comme des faucons. Une banderole proclamait « La famille Douglas, victime de trahison ». Catherine Douglas apparut vêtue d'une robe bleu marine et d'un foulard Hermès, telle une reine à des funérailles. Les appareils photos cliquèrent tandis qu'elle parlait, la voix tremblante. « Marie a fait partie de notre famille. Je l'ai toujours traitée comme une parente, mais la confiance est une arme à double tranchant. » Lewis Bennett, du New York Times, leva la main. « Madame Douglas, certains disent qu'il pourrait s'agir d'un malentendu. » Les yeux de Catherine se plissèrent. « Un malentendu alors que la Rolex a été retrouvée dans la poche de son manteau alors que mon fils l'a vue de ses propres yeux. Non. Je crois en la justice, et la justice a parlé. » Luke Douglas se tenait à côté d'elle, les épaules voûtées, le visage impassible. Derrière la barricade, Michael serrait la sangle effilochée de son sac à dos, la colère lui montant à la poitrine. « Elle se comporte comme si ma mère était une meurtrière, » murmura-t-il. Taylor se rapprocha. « Attention, il y a des sécurités partout. » Charles lui glissa une petite clé USB. « Voici la vidéo récupérée. On y voit Luke prendre la montre et la glisser dans le manteau de ta mère. » Le pouls de Michael s'accéléra. La vidéo s'interrompit en plein milieu de l'action, mais il savait que cela suffirait à briser leur mensonge. Cet après-midi-là, Michael retrouva l'avocat Isaac Harrison à la bibliothèque publique. Harrison examina des papiers poussiéreux. « Qui êtes-vous ? » ?»« Michael Carter, fils de Mary Carter, condamné à tort. » Harrison fronça les sourcils. « Je me souviens de cette affaire. Elle n'avait pas d'avocat. Un procès bâclé, elle n'en avait pas les moyens. Mais j'ai de nouvelles preuves. J'ai besoin de votre avis juridique sur la recevabilité. » Michael étala les fichiers audio, la photo du prêteur sur gage, la clé USB. Harrison se renversa en arrière, impressionné. Un avocat principal ne toucherait pas à ça. « Mais vous êtes assez têtu, vous pourriez tenter de faire appel à la commission d'examen spéciale du tribunal. » Michael hocha la tête. « Je ne reculerai pas. » Ce soir-là, dans le salon Douglas, Catherine sirotait du vin rouge, la lumière chaude de la lampe reflétant sa chevelure impeccable. « Luc, tu devrais m'en être reconnaissant, » roucoula-t-elle. « Sans moi, tu serais en centre de détention pour mineurs. » Luc hésita. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Silence. « Tu as fait une erreur, mais j'ai réparé. »« Ne m'oblige pas à la réparer à nouveau, » prévint Catherine. « Ces jeunes Michael et sa bande, ils cherchent un moyen de nuire. » Luc murmura, « Ils sont tenaces, mère. » Catherine rit. « Les pauvres enfants n'ont pas voix au chapitre. S'ils en avaient une, ils ne seraient pas pauvres. » Plus tard, Michael et ses amis examinèrent leurs preuves dans la pièce louée. Samuel demanda doucement, « Et si le juge rejetait à nouveau la requête ?» La réponse de Michael fut ferme. « On continue. Ce système ne s'effondrera pas d'un seul coup, il s'effondrera à force de persévérance. » Taylor le regarda d'une voix douce. « Tu n'es pas comme les autres enfants. » Michael soutint son regard. « Parce que ma mère est enterrée vivante. » Une semaine plus tard, les médias débordaient de gros titres, la requête d'un garçon de 12 ans avait été acceptée par le juge Rogers, une audience exceptionnelle étant prévue pour vendredi prochain. Catherine pâlit en apprenant la nouvelle. Dans la salle de réunion familiale, elle frappa la table du poing et cracha, « Imbécile. Qui a laissé ce garçon présenter une requête avec succès ?» L'avocat Henry balbutia, « On pensait que l'affaire serait classée immédiatement. » Le cri de Catherine résonna dans la salle, « Préparez-vous. Si tout est révélé, je jure que je n'irai pas en prison pour vos erreurs. » Cette nuit-là, Michael grimpa seul sur le toit, contemplant les lumières scintillantes de New York. Il sortit de sa poche la lettre d'une seule ligne écrite par sa mère depuis la prison, « Je crois en toi parce que tu es la dernière parcelle de justice qui reste en ce monde. » Il prit une grande inspiration et murmura dans la nuit, « Maman, je ne te laisserai pas tomber. » Le jour de l'audience exceptionnelle, la salle d'audience numéro 3 de la Cour suprême du comté de New York était bondée. Des équipes de télévision locales,
des journalistes de la presse écrite et même des étudiants en droit de Harvard occupaient tous les sièges, impatients d'assister à ce procès étrange, un enfant anonyme s'adressant à un juge. Steven Rogers était assis sur le banc, plus froid que d'habitude, le regard ouvertement méprisant tandis qu'il observait Michael Carter qui rangeait des documents sur un petit podium. « Michael Carter » entonna-t-il d'un ton sévère, « vous avez 10 minutes. Je vous interromps si vous vous écartez du sujet. » « Merci, votre honneur, » répondit Michael d'une voix étonnamment ferme. Quelques rires s'élevèrent du côté d'Henry Sullivan et de l'équipe du plaignant, un simple gamin lisant un texte de droit sur du papier froissé. Rogers tapota légèrement son marteau, silence. Laissons l'avocat débuter. Michael leva la tête, les yeux brillants comme de l'acier. Votre honneur, je suis le fils de l'accusé, Mary Carter, condamné il y a un mois pour vol qualifié. Aujourd'hui, j'ai l'intention de présenter des preuves de graves erreurs de procédure et de failles dans les preuves utilisées pour la condamner. Une vague de murmures parcourut la salle d'audience, une étudiante murmura, il cite des lois comme un étudiant de 3e année. Conformément à l'article 11.1 du Code de procédure pénale, toute preuve doit être évaluée objectivement et sans influence indue, a poursuivi Michael. Lors du procès de ma mère, aucune analyse d'empreinte digitale n'a été effectuée sur l'objet présumé volé, et les images de surveillance ont été signalées comme une défaillance technique sans vérification par un tiers. Rogers haussa un sourcil lorsque Michael sortit une clé USB et la tendit au commis. Je demande la permission de diffuser un extrait vidéo récupéré du système de surveillance supprimé de la famille Douglas. À l'écran, Luke Douglas apparut, entrant dans une pièce, jetant un coup d'œil autour de lui, ramassant la Rolex et la glissant dans un manteau accroché derrière la porte, celui de Mary Carter. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Michael poursuivit d'une voix ferme, la vidéo ne dure que 14 secondes, le reste a été intentionnellement supprimé. Si le tribunal le souhaite, notre équipe technique peut démontrer que les données ont été falsifiées à distance. Rogers ricana, équipe technique ? Vous menez une enquête depuis un appartement en sous-sol ? Des rires résonnèrent dans la salle, mais Michael ne broncha pas, oui, monsieur, depuis un sous-sol, mais armé de la loi et de la vérité. Henry Sullivan émit un grognement moqueur. Michael se tourna vers lui, les yeux flamboyants, et vous êtes un avocat qui se moque de la souffrance des innocents. Rogers frappa du marteau. Je ne tolérerai pas les insultes envers les représentants légaux. Michael inclina la tête en guise d'excuse. Mes excuses, votre honneur, mais je ne permettrai pas que la vérité soit étouffée sous silence. Un étudiant en droit leva la main. Votre honneur, il respecte l'esprit de la loi. Rogers le pointa brusquement du doigt, parlez encore et vous serez expulsé de la salle d'audience. La jeune avocate Anna Moore, se penchant vers Henry, chuchota, on devrait revérifier ces images. Henry siffla, taisez-vous, ce n'est qu'un enfant. Ne remettez pas en question une affaire qu'on a déjà gagnée. Michael présenta ensuite un extrait audio de Catherine disant, si vous ne faites pas disparaître toutes les traces, Madame Carter ne survivra pas à la prison. Un journaliste lança, oh mon Dieu. Rogers fronça les sourcils. Ces preuves n'ont pas été vérifiées, elles sont irrecevables. Michael leva calmement la main. Votre honneur, j'ai reçu la vérification acoustique de l'expert Xavier Simons, sa signature figure sur le formulaire de demande, et j'ai joint la lettre de confirmation. Rogers feuilleta les documents, les lèvres pincées. La salle d'audience retint son souffle. Nous allons les examiner, murmura-t-il. L'audience est temporairement suspendue pour vérification des preuves. Avant que Michael puisse ajouter un mot, Rogers se leva et sortit. Dans le couloir, Anna Moore le rattrapa. Michael. Il se retourna, surpris. Qui êtes-vous? Anna se présenta, assistante juridique de Monsieur Henry. Écoutez, je crois que vous avez raison, les images sont réelles, mais si je dis quoi que ce soit, je perds mon emploi. Michael l'observa un instant. Alors vous choisissez le silence? Anna baissa les yeux. Je réfléchis encore. Michael hocha la tête. Vous n'avez pas beaucoup de temps. 1 heure plus tard, dans un petit café du sud du Bronx, Michael était assis en silence avec ses amis. Taylor soupira, tu as fait tout ce que tu pouvais. Michael posa la tête sur la table. Non, je n'ai pas gagné. Charles posa une main sur son épaule. Mais au moins, le tribunal t'a entendu. Samuel murmura, j'ai entendu Rogers dire au greffier qu'il allait rejeter la preuve, qu'il avait dit que les preuves n'étaient pas complètes sur le plan juridique.
Michael frappa la table du poing. Il a décidé ça avant même le début de l'audience. Taylor le regarda calmement. Alors, tu abandonnes? Le garçon releva la tête, les yeux injectés de sang. Non, je trouverai un autre moyen. Dans son bureau privé, Steven Rogers était assis en face d'Henry, versant du vin rouge. Cette affaire devient problématique. Henry haussa les épaules. Ce gamin n'est qu'une polémique médiatique. Attendez un jour, ça s'estompera. Rogers hocha la tête. Alors, accélère le rythme. Je ne laisserai pas un gamin ruiner ma carrière. Ce soir-là, Michael rentra chez lui et s'assit à son bureau. Au mur était accrochée une photo de sa mère, Marie, souriante dans sa jeunesse. Il la fixa et murmura, « Maman, ils ne veulent pas m'écouter, mais je ne me tairai pas. Si je ne gagne pas au tribunal, je gagnerai dans le cœur des gens. » Il prit sa plume et commença à élaborer un nouveau plan, action en justice, pression publique, médias, réseaux sociaux. La vérité devait être révélée dans toutes les zones d'ombre. New York ne dort jamais, mais ceux qui s'éveillent dans l'obscurité, ce ne sont pas les lumières, mais les complots, les murmures et les âmes qui réclament justice. Michael a épinglé au mur un plan de la résidence Douglas. En dessous, il a disposé la clé USB, les photos et les clips audio en rangée ordonnée. La petite pièce était devenue une salle de guerre. On n'a plus le temps, dit Michael, le regard scrutant ses amis. Si on veut sauver ma mère, il faut frapper maintenant. Charles, assis en tailleur, pencha la tête. Que veux-tu faire? On n'est que des enfants, comment s'en prendre aux puissants? La voix de Michael était résolue, nous sommes la vérité, et la vérité n'a pas besoin de pouvoir. Il lui faut juste une chance d'être vu. Samuel, mâchant la dernière bouchée d'un vieux sandwich, s'essuya les mains sur son pantalon. J'ai découvert que le système de caméra de la maison Douglas est géré par une société de réseau appelée Centricam. Ils ont un bureau satellite à Long Island City. On pourrait récupérer les images originales si on y accède. Taylor tapa sur la table. J'ai du nouveau, quelqu'un chez Tiffany et compagnie a dit que Luke avait essayé de vendre la Rolex là-bas, mais qu'il avait été refoulé au sans-papier. Ce type s'appelle Paul Owens. J'ai pris rendez-vous. Michael hocha la tête. Bien, vas-y avec Charles. Apporte les enregistrements et les photos. Samuel, peux-tu entrer dans le système? Samuel sourit. Pas entrer par effraction, juste emprunter des identifiants d'accès pendant une trentaine de minutes. Taylor rit. 30 minutes sans se faire prendre, c'est une éternité pour nous. Michael sortit une requête manuscrite, tamponnée provisoirement par le bureau administratif du South Bronx. Voici notre requête. Je l'ai rédigée comme un étudiant de 3e année. Demain matin, nous la soumettrons avec toutes les preuves pour l'audience de présentation exceptionnelle approuvée par le juge Rogers. Charles demanda, tu crois vraiment qu'il va écouter? Michael baissa les yeux vers la table, la détermination dans le regard. Non, mais il sera obligé d'assister. Vers minuit, Samuel enfila un sweat à capuche noire et escalada la clôture de sécurité de Centricam. Il se dirigea résolument vers la porte arrière, où le panneau de ventilation de la veille était ouvert. Dans la salle des serveurs, la lueur des lumières clignotantes bourdonnait autour de lui. Samuel porta le micro de son casque à ses lèvres. Michael, je suis partant. Une voix grésilla, trouvez le flux du salon Douglas du 12 du mois dernier, entre 15h30 et 16h, heure supplémentaire. Samuel, les doigts sur le clavier, tapa furieusement. Le voici. Une partie n'a pas été écrasée, mais j'ai besoin d'un code d'accès de niveau supérieur. Un silence. Puis Michael prit la parole, tu as toujours cette carte d'identité de Monsieur Carlos, le gars que maman a aidé à réparer un ordinateur? Samuel sourit dans le noir. Michael, c'est du classique. Oui, ça marche. Je télécharge. Soudain, un voyant rouge s'est allumé. Quelqu'un sait que tu es là, siffla Michael. Samuel glissa la clé USB dans sa chaussure. Je prends le même chemin. Si je ne suis pas de retour dans 10 minutes, je libère tout. Non, grogna Michael, les dents serrées. Tu reviendras. Pendant ce temps, dans un petit café près de Times Square, Taylor et Charles étaient assis en face de Paul Owens, un employé tendu d'une bijouterie portant un pull à col roulé. Vous, les enfants, ne devriez pas être mêlés à ça, prévint Paul.
Charles posa 2 photos sur la table, l'une de Luke Douglas tenant une Rolex, l'autre une image prise par la caméra de surveillance du magasin. Vous avez vu cet homme? Paul examina les images. Il est venu il y a 3 jours pour le vendre. J'ai eu des soupçons et je lui ai demandé des papiers, il est parti. Taylor leva un enregistreur. Pourriez-vous confirmer cela? Paul jeta un coup d'œil autour de lui et baissa la voix. Je ne suis qu'un employé. Si je parle, je perds mon emploi. Tu perdras encore plus si la justice n'existe pas, répondit doucement Charles. On essaie de sauver un innocent. Après un long silence, Paul soupira. Très bien. Enregistrement. Samuel fit irruption dans l'appartement, la chemise déchirée, le souffle court. On m'a poursuivi, mais j'ai survécu. Michael le serra fort dans ses bras. Bravo. On a tout. Il brancha la clé USB sur l'ordinateur. La vidéo était diffusée au clair et continu. Luke Douglas traversa le salon, prit furtivement la montre, la glissa dans le manteau de Marie et fit signe au panneau de sécurité. Il n'y eut aucune hésitation, seulement un calcul froid. La voix de Michael se réduisit à un murmure. C'est la sentence d'un mensonge. Le lendemain matin, au palais de justice de New York, Michael franchit les portes imposantes, non pas en fils endeuillé, mais en porteur de vérité. Dans le couloir, l'avocat Henry Sullivan secoua la tête. Retour à l'enfance héroïque? Michael répondit calmement, pas un héros, juste un fils. L'avocate Anna Moore s'approcha. Elle le regarda dans les yeux et dit, je serai dans le public. Je ne parlerai pas, mais aujourd'hui, je suis de votre côté. Michael hocha la tête. Dans la salle d'audience, le juge Stephen Rogers fronça les sourcils. Si ces preuves sont insuffisantes, je fermerai toute possibilité d'appel. Michael redressa les épaules. Votre honneur, je présente de nouvelles preuves, une vidéo de surveillance originale, la confirmation du témoignage d'un employé de bijouterie et une requête en justice vérifiée par le bureau administratif. Taylor tendit au greffier une pile de documents. La vidéo recommença. Un silence régnait dans la salle. Luke Douglas, le voleur, était indubitable. Paul Owens prit la parole, confirma l'identité de Luke et admit avoir refusé d'acheter la Rolex sans papier. Le juge resta bouche bée. La voix de Michael tremblait lorsqu'il se leva. Je ne suis pas avocat. Je ne porte pas de robe, mais je détiens la vérité. Ma mère est accusée à tort, et ce système protège les riches tout en piétinant les pauvres. Nous n'avons peut-être pas le pouvoir, mais nous avons la persévérance. Il leva la main vers l'écran où Catherine Douglas pleurait à la télévision. Elle se produit, mais ma mère pleure seule dans une cellule où personne ne la voit. Un journaliste murmura, notez chaque mot. Un avocat âgé hocha la tête. Cet enfant n'est plus qu'un enfant. Le juge Rogers a frappé du marteau. L'audience est suspendue. Je dois examiner tous les dossiers. Une décision sera annoncée dans les 72 heures. Michael resta immobile, le cœur battant. Il sentait que le silence était synonyme de changement. Dehors, le froid mordant de New York persistait au lever du soleil. La deuxième audience, fixée par le juge Rogers lui-même, tenait la ville en haleine. Mais dans un coin exigu du South Bronx, la peur avait une origine plus sombre. Michael venait de quitter une boulangerie lorsque 2 hommes lui barrèrent le passage. « C'est toi, le fils Carter ?» Ricana l'un d'eux, l'haleine brûlante de cigarette sur le visage. Michael serrait son sac. « Je ne te connais pas. » Le poing de l'autre homme s'abattit sur son ventre. Michael s'effondra. « Ta mère aurait dû croupir en prison », cracha le premier. Michael se roula en boule sous les coups de pied. Lorsque les agresseurs disparurent, il resta étendu, ensanglanté et silencieux. Il reprit ses esprits, un homme plus âgé lui tamponnant le front. Edward Mitchell, se présenta le chauffeur de taxi. « Restez calme. »« Je dois aller au tribunal », murmura Michael, la vue brouillée. Edward secoua la tête. « Tu es couvert de sang, ils ne te laisseront pas entrer. Si je ne me présente pas, ma mère ne sera peut-être jamais libre. » Edward soupira. « D'accord, monte. Je conduis. » Dans la salle d'audience, des murmures s'élevèrent tandis que le juge Rogers consultait sa montre. 10 minutes de retard. Où est le témoin? Henry Sullivan murmura à Anna, on n'a plus de mouvement, les jeux des enfants sont terminés.
Anna resta silencieuse. Soudain, les portes s'ouvrirent brusquement. Michael entra, la chemise déchirée, le visage maculé de sang séché, un bras mal bandé. Le silence retomba. Le juge Rogers se leva d'un bond. Que vous est-il arrivé? Michael se traîna jusqu'au podium. Je suis ici pour finir de dire la vérité. Qui t'a laissé entrer comme ça? Michael leva le menton. Personne ne l'a fait. Je suis entré moi-même parce que ma mère a besoin de justice et la vérité n'attend pas. Des applaudissements fusèrent des derniers rangs. Le juge Rogers frappa du marteau. Le silence retomba. Anna chuchota à Henry, ce garçon est à moitié mort et il est quand même venu. Henry ricana, précisément parce qu'il est intrépide, nous devons l'arrêter. Michael ouvrit son sac à dos déchiré. Votre honneur, je vous présente le dossier final, une analyse technique de l'ingénieur Xavier Simons confirmant que la vidéo n'a jamais été modifiée, mais intentionnellement supprimée. Taylor remit le rapport au greffier. Le juge Rogers l'examina dans un silence stupéfait. Michael a poursuivi, j'ai également un témoignage écrit de Paul Owens, confirmant que Luke Douglas a essayé de vendre la Rolex sans papier. Henry se leva d'un bond. Objection. Le témoin n'est pas là. Il est sous protection à cause de menaces, répondit Michael. Mais j'ai enregistré notre entretien. L'enregistrement se fit entendre, la voix de Paul, claire et posée, nommant Luke et l'avertissant qu'il serait exclu s'il parlait. La salle d'audience fut plongée dans un silence de mort. Le juge Rogers regarda Michael. Autre chose? Michael hocha la tête et tourna la page. Ce n'est pas une preuve, mais c'est la vérité. Ma mère n'est pas parfaite, mais elle est bonne. Elle faisait la lessive pour la famille Douglas, lavait les sols pendant leur sommeil, et a même sauvé leur enfant de la suffocation à cause d'une négligence de la nounou. Pourtant, il ne l'appelait jamais par son nom, juste la bonne. Si quelqu'un est condamné simplement pour sa pauvreté, ce tribunal n'est rien de plus qu'un marché noir. Le juge Rogers serra son marteau et plissa les yeux. Comprenez-vous ce que vous avez dit? Je le fais, répondit Michael, et je l'ai dit en tant qu'enfant qui n'a plus que la vérité. Il recula. Le juge Rogers ne fit aucune déclaration, il se leva et quitta le tribunal. Henry s'approcha de Michael. Tu es bon, mon garçon, mais ne te fais pas d'illusions. Le bien et le mal ne changent rien à l'argent. Michael le regarda dans les yeux. Alors je m'assurerai que tout le monde sache exactement combien ce mensonge a coûté. Edward accompagna Michael chez lui. Tu vas bien? Je vais bien, mieux que jamais. Edward hocha la tête. Ta mère m'a empêché d'être viré. Un jour, je me suis évanoui en conduisant ma patronne à l'aéroport. Elle a appelé une ambulance et est restée avec moi jusqu'au matin. Personne ne l'a su, personne ne l'a remercié. Michael resta silencieux, puis murmura, elle ne l'a jamais fait par remerciement, elle voulait juste vivre une vie normale. Chez les Douglas, Luke hurla sur sa mère. On ne s'en sortira pas. Catherine jeta son verre de vin par terre. Tais-toi. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi pathétique. Luke s'affala sur sa chaise. Ce garçon, c'est un monstre. Il ne nous laissera pas nous cacher. Catherine serra les dents. Si le tribunal ne nous condamne pas, la presse le fera. Si la presse ne le fait pas, le public le fera. Mais n'oubliez pas ceci, un témoignage de plus, et vous mourrez avant moi. Ce soir-là, le groupe se rassembla sur leur toit, contemplant la brume scintillante de la ville. Samuel ricana. Tu es fou, mais magnifiquement fou. Charles leva une bouteille d'eau. À la survie. Taylor regarda Michael. Tu as tout fait avec ton propre sang. Michael sourit simplement. J'ai juste fait ce qui était juste, et je n'ai pas encore fini. 3 jours ou le temps que le juge Rogers a demandé de réexaminer l'affaire. Ce furent les jours les plus longs de la vie de Michael. Il mangeait et dormait à peine, mais chaque matin, il se tenait devant le tribunal, levant les yeux vers le bâtiment Greystone comme pour le défier. Taylor s'assit à côté de lui et lui offrit une petite viennoiserie. Mange quelque chose, tu vas te transformer en fantôme. Michael esquissa un léger sourire. Je mangerai après le verdict. Charles consulta son téléphone. Il reste 40 minutes. Samuel arriva, les cheveux en bataille. On dit que les médias sont en effervescence, le Washington Post, CNN. Michael hocha la tête. Aujourd'hui,
ce n'est pas qu'une simple audience. C'est le jour où ils ne peuvent pas détourner le regard. La salle d'audience 3 s'est rapidement remplie des mêmes visages qu'il avait autrefois raillés, désormais silencieux. Les journalistes ont braqué leurs caméras. Le hashtag Justice for Mary était en vogue. Mary Carter, les cheveux grisonnants et le visage creusé par la détention, a été conduite vêtue d'une combinaison de prisonnière. Pourtant, ses yeux brillaient encore lorsqu'elle a vu Michael. « Maman » murmura-t-il. Elle tendit la main à travers les barreaux et toucha son épaule. « Je suis fier de toi. » Le juge Rogers entra et la salle retint son souffle. Après avoir examiné tous les nouveaux éléments de preuve, il commença. Le tribunal conclut que Mary Carter n'a pas commis de vol et a été accusée à tort sur la base de preuves falsifiées. La montre portait les empreintes digitales de Luke Douglas. La vidéo récupérée montre une dissimulation délibérée de preuves. Le témoin Paul Owens a confirmé la tentative de Luke de vendre la Rolex sans papier. Un expert indépendant a confirmé l'interférence du système. Il marqua une pause, soulevant un poids de la pièce. L'accusée, Mary Carter, doit être libérée immédiatement. Le tribunal ordonne l'ouverture d'une enquête criminelle contre Catherine et Luke Douglas pour diffamation, falsification de preuves et fraude à l'assurance. La salle d'audience explosa comme un feu d'artifice, applaudissements, cris, sanglots étouffés. Michael resta immobile, le regard fixé sur sa mère. Mary murmura à travers ses larmes, « Merci. Tu l'as fait. » Un journaliste s'est précipité vers Michael, lui tendant un micro. « Comment vous sentez-vous en ce moment ?» Michael s'est retourné, les joues encore gonflées par les bleus, mais sa voix était claire et ferme. « J'ai étudié le droit parce que personne ne défend les pauvres, et si le droit n'est pas pour tout le monde, alors ce n'est pas du droit. » Un tonnerre d'applaudissements a rempli la salle. Un avocat âgé se leva, les yeux embués de fierté. « Félicitations. » Au fond, Catherine était escortée dans sa robe de créateur. Elle se débattait en hurlant, « Je suis la victime. Ces gens veulent juste de l'argent. Ils ne sont même pas humains. » Luke ne disait rien, son visage pâle était aussi froid et lisse que du marbre. En passant devant Michael, Luke hésita. « Je ne pensais pas que tu en serais capable, » murmura-t-il. Michael répondit simplement, « Je ne l'ai pas fait seul. » Luke baissa la tête et fut emmené en silence. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le palais de justice. Lorsque Mary s'avança dans la lumière du soleil, celle-ci éclaira doucement son visage, illuminant une personne renaissante des ténèbres. Une femme âgée se fraya un chemin à travers la foule. C'était Madame Iris Roberts, la bibliothécaire. « Madame Carter, » commença-t-elle, la voix pleine de larmes, « j'ai douté de votre fils. Je suis vraiment désolée. » Mary lui prit la main et lui fit un signe de tête chaleureux et compréhensif. « Ce n'est rien. Nous avons tous peur de ce que nous ne comprenons pas. » Les amis de Michael se tenaient près d'eux, Charles lui faisait signe, Samuel rayonnait, Taylor le serrait dans ses bras. « On a gagné » murmura-t-elle. Michael secoua la tête d'un ton résolu. « Non, on ne fait que commencer. » Ce soir-là, CNN diffusait un reportage spécial relatant chaque rebondissement de l'affaire, du premier procès injuste au triomphe final d'un courageux adolescent de 12 ans. Le présentateur déclarait, dans une société où la vérité est souvent enfouie sous la richesse, nous avons besoin d'enfants comme Michael pour nous rappeler que la justice n'appartient pas à une classe sociale, mais à chaque cœur qui refuse d'abandonner. Plus tard, dans leur petit appartement, Mary s'assit sur le lit tandis que Michael s'appuyait contre son épaule. « Maman, dit-il doucement, si ce n'était pas pour le livre que tu as laissé derrière toi, je n'aurais pas su par où commencer. » Mary lui repoussa les cheveux en arrière, un sourire tendre aux lèvres. « Je n'aurais jamais cru que tu le lirais, mais j'espérais que tu le ferais. Je l'ai lu parce que je ne supportais pas de les voir t'emmener comme un criminel. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Tu m'as maintenu en vie dans cette obscurité. » Ils s'embrassèrent, le silence tombant autour d'eux comme une accalmie paisible. Dans son cabinet privé, le juge Stephen Rogers a sorti un vieil exemplaire de la Constitution américaine et a inscrit sur sa page blanche. Pour Michael Carter, qui m'a rappelé que la justice n'est pas un titre, mais un cœur qui défend ce qui est juste. Il contempla l'horizon scintillant de New York, sentant ses lumières se réchauffer d'une manière nouvelle. Pendant ce temps, au siège de la police centrale, Catherine Douglas et Luke ont été conduits dans une salle d'interrogatoire dénuée de glamour, pas de projecteur, pas d'écharpe ni de parfum, seulement le cliquetis brutal des menottes. « Nous avons suffisamment de preuves pour inculper, »
annonça l'inspecteur Richard Peterson en posant un épais dossier sur la table. Données de caméra, déclarations de témoins, menaces enregistrées. Luc tremblait. Je faisais juste ce que ma mère me disait. Et tu penses que suivre les ordres te rend innocent, rétorqua froidement Richard. Les yeux de Catherine flamboyèrent. Je peux engager les 10 meilleurs avocats des États-Unis. Alors tu ferais mieux de commencer, répondit Richard. Parce qu'il te faudra une centaine de dollars pour te sortir de là. Luc marmonna, le visage pâle comme un linge. Je ne veux pas aller en prison. Si tu parles, l'avertit Catherine d'un ton sec, tu n'iras pas seulement en prison, tu ne survivras pas assez longtemps pour en sortir. Richard ne dit rien de plus, il fit simplement signe aux gardes de les emmener dans des cellules séparées. De retour dans le sud du Bronx ce soir-là, les enfants se retrouvèrent sur le toit de leur ancienne salle de guerre. Charles sortit une boîte de pâtisserie. Bravo pour la libération de Madame Carter, et pour nous d'être restés en vie. Taylor hocha la tête. Mieux encore, nous avons accompli quelque chose que personne n'aurait cru possible. Samuel rit. Nous ne sommes plus des enfants invisibles. Michael regarda ses amis autour de lui, puis dit, j'ai des nouvelles. Il sortit une lettre scellée à la cire rouge. Tout le monde s'est penché en avant. La faculté de droit du campus du sud du Bronx, a-t-il lu à voix haute, offre à Michael Carter une bourse complète pour son programme spécial de formation juridique. Charles resta bouche bée. C'est pas vrai. Michael sourit. J'y vais. Mais j'ai répondu en leur demandant de réserver la moitié de la bourse pour les autres enfants sans voix. Taylor halta. Tu es folle. Le sourire de Michael était doux. Si je suis le seul à me lever, ce ne sera pas suffisant. Le lendemain, Michael et sa mère retournèrent à leur ancienne maison, la petite pièce poussiéreuse où tout avait commencé. Marie prit le livre de droit et tourna la page où brillait encore sa propre écriture. La Constitution n'appartient pas aux puissants. Elle appartient à ceux qui y croient. Tu vis selon mes paroles, murmura-t-elle. Michael lui prit la main. Et je ne compte pas m'arrêter là. Une semaine plus tard, à l'Institut de droit administratif de New York, le juge Rogers a comparu devant un comité de révision. Pourquoi avez-vous précipité une condamnation et ignoré la procédure appropriée, ont-ils demandé. Rogers n'a pas cherché d'excuses. Parce que je pensais que les pauvres n'avaient pas raison. Un panéliste a demandé, et maintenant? Maintenant, je pense que je dois réapprendre le sens de la justice auprès d'un garçon de 12 ans. Le panel resta silencieux, les yeux rivés sur les minutes qui s'étalaient devant eux. Ils ont recommandé une suspension de 6 mois pour se recycler en éthique judiciaire. Michael était assis à un vrai bureau dans une petite salle de classe marquée « Cabinet d'avocat pour les sans-voix ». Taylor entra, une tasse de café à la main. 3 membres de la communauté sont ici pour une consultation juridique gratuite, a-t-elle annoncé. Envoyez-les, répondit Michael. Samuel déposa les dossiers. Le procès des mineurs d'usine nécessite un co-avocat. Michael sourit. On en a un. On est toujours là l'un pour l'autre. Marie arriva avec un sac de nourriture. Déjeuner, les enfants. La loi ne protège pas les estomacs vides. Des rires éclatèrent, chaleureux et insouciants. Michael murmura, aujourd'hui, j'écris ma première loi. Comment ça s'appelle, demanda Charles. Michael a écrit au tableau en lettres grasses. Article 1. Personne n'est invisible devant la justice. Dès lors, les médias américains l'ont surnommé « The Justice Boy ». Des dizaines d'émissions, d'articles et même de recueils de cas universitaires ont célébré ce procès historique, symbole du courage issu des profondeurs de la société. Une initiative spéciale, Justice from the Ground Up, a été lancée en son honneur. Mais Michael n'a jamais connu la gloire. Dès son premier jour à l'académie, le professeur Raphaël Morgan est entré dans une salle de conférence bondée. « Vous êtes Carter ?» a-t-il dit en s'arrêtant devant Michael. « On vous appelle un prodige. » « Je ne crois pas aux médias, je crois au mérite. » Michael se leva, calme et confiant. « Alors aujourd'hui, monsieur, vous verrez quelle rumeur est vraie. » La classe a éclaté en applaudissements de soutien. À la Cour suprême de New York, le procès de Catherine et Luke Douglas s'ouvrit. Pour la première fois, Catherine se tenait derrière la table de la défense, son manteau de créateur désormais mal ajusté et son regard abattu.
l'acte d'accusation la désigne comme responsable de falsification de preuves, de diffamation, d'intimidation de témoins et de fraude à l'assurance d'un montant supérieur à 20 000 $. Son avocat a plaidé sa détresse mentale, le procureur a rétorqué, la détresse mentale n'excuse pas la falsification de preuves et les menaces à l'encontre d'un enfant. Quand Luc prit la parole, d'une voix à peine murmurée, il avoua, ma mère m'a dit de le faire. J'avais peur. Le juge a rendu son verdict, 18 mois de prison pour Luc, 5 ans plus 3 ans de probation pour Catherine. Tandis que les policiers l'emmenaient, elle a crié, je suis la victime. Ce système est insensé. Ce soir-là, dans un café chaleureux, le cercle de Michael se réunit à nouveau. Charles leva sa tasse. Bravo à la justice. Aujourd'hui, les méchants n'ont pas échappé à la justice. Samuel mordit dans une pizza froide et sourit. Et parce que Michael n'est pas qu'un enfant, il est l'avocat des sans-voix. Taylor eut un sourire narquois. Alors, conseiller, une dernière remarque. Michael leva son verre. Ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est nous. Tous ceux qui ont osé parler quand les autres se taisaient. Un mois plus tard, le cabinet d'avocats pour les sans-voix ouvrait ses portes dans un centre communautaire rénové, son panneau en bois étant soigneusement écrit à la main. Marie disposait les chaises, Taylor accueillait les clients, Samuel gérait l'informatique et Charles s'occupait des dossiers. Michael accueillit Jacob, un agent d'assainissement. Avez-vous votre contrat? Oui, oui, répondit Jacob, la voix tremblante. Mais ils m'ont forcé à signer une nouvelle clause, pas de syndicat, pas d'avantages sociaux. Michael hocha la tête d'un air pensif. Si c'était sous la contrainte, on peut porter plainte. Les larmes montèrent aux yeux de Jacob. Tu m'aides vraiment gratuitement? Le regard de Michael était doux. Je ne te demande qu'une chose, promets-moi d'aider quelqu'un d'autre dès que tu le pourras. Plus tard, le professeur Morgan visita le bureau. Il observa la salle animée et hocha la tête en signe d'approbation. J'ai entendu dire que vous aviez refusé la moitié de la bourse. Michael baissa la tête. J'ai seulement accepté ce dont j'avais besoin. Le reste revient aux étudiants comme moi. Morgan gloussa. Que pensez-vous que les pauvres feront d'une bourse de droit? La voix de Michael était ferme. Je ne pense pas. Je crois. Et s'ils n'y arrivent pas, je leur apprendrai. Morgan rit de nouveau et posa une constitution annotée sur le bureau. Gardez-la et n'oubliez jamais que la justice ne se gagne pas une fois pour toutes. C'est le combat d'une vie. Michael serra le livre. Je ne compte pas m'arrêter de sitôt. La semaine suivante, Stephen Rogers revint, non pas en robe, mais avec une simple chemise grise. Il entra discrètement. Monsieur Michael. Michael se leva poliment. Bonjour, monsieur. Rogers posa une autre constitution usée sur le bureau, son inscription nouvellement écrite. Merci de m'avoir fait comprendre que le pire jugement ne se trouve pas dans les archives, mais dans l'esprit de celui qui gouverne. L'expression de Michael s'adoucit. Je ne vous ai jamais détesté, monsieur. Je détestais seulement l'injustice. Rogers hocha la tête et s'éloigna sans un mot de plus. La veille de Noël, Michael était l'invité d'honneur de l'émission nationale, Rule Breaker, où changeait The Rules. Si vous pouviez écrire la toute première loi, quel nom lui donneriez-vous, a demandé l'animateur. Sans hésitation, Michael répondit, article 1er, nul n'est invisible devant la justice. Et vous rêvez de devenir juge, a insisté l'animateur. Michael secoua la tête. Non. Je rêve du jour où plus personne n'aura besoin de moi comme avocat, car la loi fera enfin son travail. Le public s'est levé pour une ovation debout. Plus tard dans la soirée, le groupe s'est réuni sur leur ancien toit, sous les lumières de New York scintillantes. Charles a demandé, et maintenant? Michael contemplait les étoiles. Nous allons commencer à donner des cours de droit aux enfants du coin dès l'âge de 10 ans, personne ne devrait grandir en combattant dans le noir sans guide. Taylor hocha la tête. Et si les gens ne croient pas que les enfants peuvent apprendre le droit? Samuel sourit. Ensuite, nous ouvrirons une deuxième classe, pour apprendre aux adultes à croire aux enfants. Ils rirent ensemble, leur voix résonnant dans la nuit. Michael murmura au ciel, « Maman, je ne m'arrêterai pas encore, tant de gens ont encore besoin d'être entendus. » Le parcours de Michael Carter témoigne que la justice n'appartient pas aux riches, mais à quiconque est assez courageux pour défendre la vérité. Aussi petit, pauvre ou méprisé soit-il, un seul cœur peut changer le monde par la foi,
le courage et l'amitié. La justice n'est pas spontanée, elle a besoin de défenseurs, et parfois le plus fort d'entre eux n'est qu'un enfant. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Votre soutien nous incite à vous proposer chaque jour de nouvelles histoires touchantes. Nous vous en sommes reconnaissants, à bientôt.